Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Afin d'obtenir un retrait des forces turques présentes au nord de son territoire, l'Irak demande à l'OTAN de faire pression sur la Turquie. Au lendemain des attaques de Paris, les pays de l'Union européenne se sont accordés pour appuyer de nouvelles lois visant à stopper les canaux de financement du terrorisme. 3 jours avant la date butoir des négociations, le groupe des émergents comprenant le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine s'unissent pour demander un accord solide à Paris. Du 16 au 18 décembre prochain, c'est dans la ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, que se déroulera la 2e conférence mondiale de l'Internet. Le groupe minier China Minmetals rachète l'équipementier China Metallurgic Group avec l'ambition de renforcer l'influence chinoise dans le secteur minier international. À la une de ce journal, l'Irak a demandé à l'OTAN de mettre la pression sur la Turquie, membre de l'Alliance, en vue de retirer immédiatement ses troupes du nord de l'Irak. La Turquie a cessé le déploiement de ses troupes à proximité de Mossoul, mais a déclaré qu'elle n'obéirait pas à la demande de l'Irak de retirer ses troupes déjà installées sur place. Le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi a publié mardi une déclaration 48 heures après la date butoir fixée par Bagdad pour un retrait des forces. Il a déclaré que l'OTAN devrait faire usage de son autorité pour demander à la Turquie de retirer ses soldats. Selon la déclaration, M. Abadi a discuté avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, par téléphone et a qualifié le déploiement de violation de la souveraineté de l'Irak. Dans le même temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira à la requête de la Russie sur les opérations militaires turques menées en Irak et en Syrie. Ces discussions informelles à huis clos seront présidées par les États-Unis, qui occupent la présidence tournante du Conseil des 15 pays pour le mois de décembre. La Turquie a abattu un avion militaire russe il y a 2 semaines, ce qui a grandement terni ses relations avec la Russie. Puis elle a envoyé des troupes en Irak sans la permission de son gouvernement, ce qui a également provoqué des tensions entre les 2 pays voisins. Pourquoi la Turquie a-t-elle pris de telles actions drastiques à un moment aussi sensible? Elle affirme que son but est d'entraîner des forces contre les militants du groupe État islamique. Plus spécifiquement, les forces se réfèrent à des militants kurdes en Irak. Le quotidien turc Hurriyet rapporte ainsi que de nombreux militants kurdes en Irak sont entraînés par la Turquie. La formation inclut la fabrication d'explosifs artisanaux, de maniement des armes ainsi que des soins d'urgence. La Turquie prévoit également de construire une base militaire permanente à Mossoul, une ville située dans le nord-est du pays. Des accords relevant de ce cadre ont été signés entre l'Irak et la région autonome kurde d'Irak, mais la légitimité de ces accords a été réfutée par le gouvernement irakien. L'enquête sur les attentats de Paris du 13 novembre avance. Un 3e homme ayant participé à l'attaque contre le Bataclan a été identifié. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans, originaire de Strasbourg, qui s'y était rendu en Syrie en compagnie d'un autre groupe de jeunes fin 2013. Selon une source judiciaire française, cet homme, mort au cours de l'assaut, s'appellerait Foued Mohamed Agad. Le Premier ministre français, Manuel Valls, a confirmé son identification. La prise d'otages et la fusillade au Bataclan ont fait partie des attaques coordonnées à Paris qui ont fait 130 morts. Les 2 autres assaillants du Bataclan se nomment Sami Amimour, 28 ans, et Ismaël Omar Mostafaï, 29 ans, tous 2 originaires de Paris. Les pays de l'Union européenne ont convenu d'appuyer de nouvelles lois visant à stopper les canaux de financement du terrorisme. Tout de suite, plus de détails. L'Union européenne a soutenu les propositions visant à empêcher le financement des terroristes au lendemain des attaques de Paris. L'accord inclut la rationalisation de la coopération transfrontalière en matière d'enquête financière, mais aussi le renforcement du contrôle des transactions douteuses et le gel rapide des avoirs de personnes suspectées de participer à l'extrémisme violent. Les récentes et terribles attaques terroristes survenues à Paris nous ont de nouveau rappelé le besoin d'agir sur tous les fronts pour empêcher de futures atrocités. Les ministres ont convenu de travailler ensemble pour lutter contre le financement du terrorisme et qu'il s'agit là d'une priorité immédiate. Et la nouvelle législation a été proposée par la France. Tous les pays d'Europe doivent mettre en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour lutter contre au moins la part financière de cette menace.
Et ce ne sera pas une bataille facile. La relative facilité pour déplacer des fonds au sein des frontières de l'Union européenne et le développement des cartes prépayées et des devises Internet, telles que le Bitcoin, rendent extrêmement difficile pour les régulateurs de tracer les flux financiers ou de bloquer les transactions suspectes. La Commission européenne va développer la nouvelle législation au cours des prochaines semaines et qui pourrait inclure un fichier centralisé des comptes bancaires de l'Union européenne auquel la police pourra accéder lorsqu'elle traque des terroristes. Et cela pourrait en retour paver la voie à un système similaire concernant les transactions bancaires internationales dans le cadre d'un programme de recherche mis en place par les États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre. L'accord intervient un jour après un accord préliminaire visant à défendre les secteurs clés de l'Union européenne que sont l'énergie, la banque, les transports, la santé ainsi que la cybercriminalité. Les appels du candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump, en vue d'interdire l'entrée du territoire aux musulmans, a suscité des cris d'alarme et d'indignation aux États-Unis et dans le monde entier. Le candidat en tête chez les républicains, Donald Trump, a été largement critiqué aux États-Unis pour son dernier plan d'immigration proposé. Donald J. Trump appelle à une fermeture totale et complète de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que nos représentants puissent savoir exactement ce qu'il se passe. Sa proposition intervient après la tuerie de masse survenue à San Bernardino où 14 personnes ont été tuées. Le groupe État islamique a publié une déclaration affirmant que la fusillade avait été menée par 2 partisans du groupe extrémiste. C'est une idée sans honte, mais aussi dangereuse. À un moment où l'Amérique doit tout faire pour mener le combat et vaincre le groupe État islamique et d'autres radicaux djihadistes, Donald Trump fait totalement leur jeu. Et pas un seul politicien républicain n'est intervenu pour soutenir l'appel de Donald Trump. Mais M. Trump a choisi d'ignorer cela. Et alors qu'il continuait de défendre sa proposition, le Pentagone en a eu plus qu'assez. Il a précisé que dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont besoin de l'aide du monde musulman. Nous sommes, comme je l'ai mentionné, en coopération de travail avec les nations musulmanes à l'heure actuelle. Nous voulons essentiellement combattre le groupe État islamique avec l'aide des musulmans et des autres dans le monde entier. Et si quelqu'un venait à défier cela, nous pensons que cela serait contre-productif à notre sécurité nationale. Des critiques ont fusé hors des États-Unis de la part de dirigeants internationaux, tout comme de la population musulmane du monde entier. 3 jours avant la date butoir des négociations, le groupe BASIC des économies émergentes, à savoir le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine, a encouragé toutes les parties à faire preuve de flexibilité en vue d'obtenir un résultat fort à Paris. Les ministres des 4 plus grands pays en voie de développement ont aussi appelé les nations industrialisées à fournir des engagements financiers sur le climat bien plus ambitieux. Reportage. L'horloge tourne, mais l'optimisme est toujours présent. J'estime qu'avec le dur labeur de chacun, nous serons capables d'atteindre un accord global, équilibré, fort, contraignant juridiquement et qui ne laisse aucun pays à l'écart. L'un des points qui accroche est le financement des pays pauvres et en voie de développement pour faire face au changement climatique. Les délégués présents pour parler à Paris déclarent que les pays développés ont mobilisé de 80 à 90 milliards de dollars par an pour aider les plus pauvres à survivre dans un monde en réchauffement. Mais les pays émergents contestent ces chiffres. Tant qu'il s'agit du financement, l'action du monde en développement dépend en grande majorité du financement et de l'appui technologique du monde développé. Parce qu'ils ont et que le monde en développement n'a pas. Donc ceux qui ont doivent approvisionner ceux qui n'ont pas. C'est une simple logique. Mais en fait, le monde s'attendait à mobiliser 100 milliards de dollars jusqu'en 2020, mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Et par conséquent, cela pose la question du financement. Et le ministre sud-africain de l'Environnement a déclaré que le groupe BASIC jouerait un rôle constructif dans les négociations. Il y a eu du bon travail de fait jusqu'à présent en coordonnant nos positions dans ce groupe. Et nous croyons que le rôle joué a été constructif et très flexible dans le même temps à l'égard des positions adoptées.
Ces mots sont repris par la ministre brésilienne de l'Environnement Isabella Teixeira. Elle a déclaré qu'à quelques heures d'un accord ambitieux et positif à Paris, ils savent qu'ils doivent tous beaucoup travailler, mais garantissent que concernant les pays basiques, cet accord de Paris sera une réalité couronnée de succès. La ville de Wuzhen, située dans l'est de la Chine, accueillera la deuxième conférence mondiale de l'Internet du 16 au 18 décembre prochain. Le président chinois Xi Jinping participera à l'événement et prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Les autorités provinciales et les dirigeants du bureau d'État en charge de l'information sur Internet ont publié les détails sur la conférence lors d'un point presse. Ils ont indiqué que les travaux de préparation sont désormais achevés. Le thème de l'édition de cette année est la construction d'une communauté cyberespace au destin commun. Plus de 2000 invités venant de plus de 120 pays et régions du monde participeront à l'événement. Par ailleurs, une dizaine de dirigeants de plus de 20 grandes organisations internationales seront également présents. Une application spéciale ainsi qu'un système informatique en nuage ont été créés pour couvrir l'ensemble des thèmes de cette deuxième édition, dont le contenu a été significativement enrichi. À côté des cérémonies d'ouverture et de clôture, il y aura 10 forums couvrant 22 sujets les plus importants du moment, tels que la diffusion de la culture Internet, le développement de l'innovation, la coopération de l'économie digitale, les standards technologiques et la cybergouvernance. Enfin, une exposition nommée « À la lumière d'Internet » dressera le portrait complet des dernières technologies de pointe, ainsi que les dernières nouveautés du développement de la toile en Chine et dans le monde. Ce mercredi est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption. Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption. Plus tard, l'Assemblée a désigné le 9 décembre comme Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser à ce fléau. En tant qu'État signataire de la Convention, la Chine a pris des mesures concrètes pour lutter contre la corruption au cours de la dernière décennie. Dès la fin de novembre 2015, l'opération Skynet chinoise a permis d'appréhender 800 fonctionnaires corrompus qui ont fui à l'étranger, récupérer 1,2 milliard de yuans, soit 180 millions de dollars. L'opération a permis de freiner l'ardeur des fonctionnaires corrompus. Un nombre croissant de pays ont activement coopéré avec la Chine et déclaré qu'ils ne protégeraient pas ces criminels. Durant les rencontres internationales, nous utilisons les mots tigre et mouche pour qualifier la chasse aux corrompus. Tout le monde peut comprendre. Nous n'avons même pas besoin d'expliquer ces mots. Ils disent que les mesures de lutte contre la corruption en Chine ont créé un parcours avec des caractéristiques chinoises. Notre expérience s'avère précieuse pour la communauté internationale. Les fondamentaux économiques de la Chine sont peut-être encore faibles. Cela se reflète dans la baisse des prix à la sortie de l'usine et dans les chiffres moroses des exportations d'hier. Le seul élément positif est peut-être la demande intérieure, laquelle a poussé à la hausse les prix à la consommation en novembre par rapport à l'année dernière. L'indice des prix à la consommation en Chine a légèrement augmenté en novembre. Cela s'est vu dans l'IPC qui a augmenté d'1,5% sur l'année, ce qui est un peu plus élevé que les prévisions du marché. Toutefois, les prix des producteurs ont été entraînés dans une déflation persistante. L'indice des prix des producteurs en Chine a chuté une nouvelle fois de presque 6%. C'est le 45e mois consécutif de baisse pour cet indice. Selon les analystes, cela signifie que les 6 séries d'assouplissement de Beijing n'ont pas été suffisantes pour faire revenir la dynamique de croissance. La stagnation pendant plus de 3 ans de la manufacture chinoise est une autre raison de la baisse des prix à la sortie de l'usine, tout comme la concurrence féroce que se livrent les plus petites compagnies en réduisant les prix de vente en gros pour garder la tête hors de l'eau. Les prix des légumes ont augmenté en Chine au cours des derniers mois, tandis que celui du porc s'est stabilisé. Les analystes nous expliquent les variations des prix agricoles dans ce reportage. Au marché Xinfadi de Beijing, les prix des légumes ont augmenté depuis novembre et en particulier au cours du mois écoulé. Mais les vendeurs déclarent que les mauvaises conditions météo, dont la pluie, la neige, le brouillard et le smog, dans les principales zones de production de céréales du nord de la Chine, ont entraîné une réduction de la quantité de soleil disponible de près de 2/3 au cours des derniers mois. Ce changement a eu des conséquences tant sur la qualité que sur la quantité des produits de la ferme.
Les prix des concombres ont augmenté à 3 reprises par rapport à leur prix de début novembre. C'est en raison du manque de soleil qui a engendré une faible production, tandis que la demande a augmenté et causé une hausse des prix. Ces conditions météo défavorables ont également affecté les transports et par conséquent les approvisionnements des marchés, mais également provoqué une hausse des prix. En contraste avec cela, les prix du porc se sont stabilisés après plusieurs mois de hausse rapide et sont revenus au niveau observé à la fin du mois de septembre. Les analystes de l'industrie déclarent attribuer cela à des réserves suffisantes. Les prix du porc sont stables, et cela parce que nous disposons de réserves plus que suffisantes. Les analystes relèvent qu'avec l'arrivée du solstice d'hiver, l'une des périodes traditionnelles clés de la Chine, les prix du porc pourraient augmenter en raison de la tradition de fabrication de saucisses de porc. L'effort de consolidation chinois s'est illustré mardi dans le secteur minier avec l'acquisition de l'équipementier China Metallurgical Group par China Minmetals. CCTV s'est penché sur le contenu de cet accord. Minmetals est le plus gros négociant d'acier et de métaux de base chinois, avec un revenu qui l'an dernier a atteint plus de 50 milliards de dollars américains. Minmetals possède une part importante dans le groupe MMG, un groupe basé en Australie et coté à la bourse de Hong Kong et qui exploite des mines de cuivre et de zinc en Australie, en Afrique et au Laos. Le négociant chinois va racheter China Metallurgical Group Corp, connu sous l'acronyme MCC, et qui conçoit et produit des équipements pour les usines et les mines. En 2014, le revenu de MCC était de plus de 33 milliards de dollars américains. Les deux groupes ont des champs d'expertise différents. Le rachat va créer un géant minier international. Cette fusion est l'une des plus importantes qu'ait connue la Chine dans le secteur des métaux, au moment où Beijing cherche à réformer les entreprises d'État opérant dans des secteurs tels que ceux de l'acier, du charbon et du pétrole. Cette fusion intervient alors que l'ensemble des groupes miniers internationaux subissent un ralentissement de la demande et ont traversé une année décevante en termes de prix des métaux. Pour le moment, les entreprises minières dominantes de la planète monopolisent les ressources et les parts de marché. Dans le même temps, étant donné les progrès continus de son urbanisation, la Chine a des besoins extrêmement importants en termes de matières premières. La fusion va permettre d'augmenter notre pouvoir sur le marché. Les entreprises d'État chinoises sont dominées par 100 conglomérats appartenant au gouvernement central, eux-mêmes supervisés par la Commission de supervision et d'administration des actifs, la SASAC. D'après un rapport des médias, on prévoit que les mesures de réorganisation réduiront le nombre des conglomérats à environ 40. La SASAC a annoncé la fusion des deux groupes chinois, mais n'a pas donné de détails supplémentaires sur la transaction. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes à toutes et à tous sur CCTV Français.